Je suis pas très émouvant. Parce que de ça. Bon, et je suis absolument ravie que Charles Dantzig ait organisé cette rencontre. Je vais peut-être le laisser lancer. Moi, j'ai dit. Eh bien, écoutez, je suis encore plus honoré que Colette, car on organise cette soirée d'abord chez elle, qui est, comme nous savons, une des meilleures librairies de Paris, pour un livre dans cette collection que je dirige depuis maintenant, mon Dieu, 25 ans. Et j'espère qu'il va continuer. Et où Zola est très bien servi de multiples façons, puisque nous avons les mémoires de son frère dans les Cahiers Rouges, qui ont d'ailleurs été, dans la nouvelle édition, été faites par Philippe Auriol, qui est l'auteur d'un des plus beaux récents livres sur l'histoire de l'affaire Dreyfus, et qui a publié aussi chez Grasset, j'en profite pour le signaler, plusieurs livres. Il fait l'introduction de ce livre-ci. Il a publié chez Grasset plusieurs livres que j'ai publiés avec lui, qui sont en particulier une correspondance passionnante du capitaine Dreyfus avec la marquise Arconati, je crois qu'il est ici, et il a aussi écrit un livre très étonnant et à contre-courant sur Picard, le Picard de l'affaire Dreyfus. Et donc, il va vous expliquer exactement ce qu'est ce livre, dont Charles Dreyfus, qui est donc le petit-fils du capitaine, enfin, désormais général à titre posthume, mais qui est plus connu sous son titre ancien, je crois, et qui a écrit un texte dont il nous parlera aussi. Et je laisse aussitôt la parole peut-être à Philippe Auriol pour nous expliquer les principes de l'édition et les circonstances du texte. Si vous voulez. Bonjour. Alors l'idée c'est pas de tout dire, parce que l'idée c'est plutôt que vous le lisiez, quoi. Et c'est un texte qui est vraiment fondamental, moi je trouve, et phénoménal même. Alors après, c'est vrai que je suis pas très très objectif quand je parle de Zola, parce que je l'aime vraiment beaucoup, en fait, surtout depuis que j'habite avec lui à Médan. Et c'est un texte qui est fondamental, parce que c'est peut-être la première fois qu'on a quelqu'un de la stature de Zola, qui est probablement un des personnages les plus connus de son époque, qui est à la fois le plus aimé et à la fois le plus détesté d'ailleurs. Mais en tout cas, tout le monde le lit, je pense. Quand les scolaires viennent au musée et que je fais des visites, je leur raconte ça, ça les fait rire. Mais en fait, j'y crois vraiment, c'est que je pense que s'il y a des igloos en Laponie, on connaît Zola dans les igloos en Laponie, parce qu'il est traduit à peu près dans toutes les langues. Et c'est peut-être la première fois qu'on a quelqu'un de l'importance de Zola, qui va prendre une position très très nette dans un texte qui est à mon avis mal titré d'ailleurs, mais ce que je dis, je l'assume et ça ne regarde que moi, qui devrait peut-être pas s'appeler Pour les Juifs, mais qui devrait s'appeler Contre l'antisémitisme, où on a quelqu'un qui prend une position qui est de dire que l'antisémitisme de salon, comme on peut dire maintenant avec un regard a posteriori, ces petites blagues là qu'on fait entre nous, etc., c'est quelque chose qui inévitablement va nous ramener, sinon à l'âge des cavernes, en tout cas au Moyen-Âge. Et c'est intéressant, d'autant plus si vous fréquentez un peu Zola, que Zola, c'est aussi l'auteur de L'Argent, mais qui est un livre sur lequel il ne faut pas se tromper quand on lit, bien évidemment, par exemple, le portrait de Gutermann, qui charrie tous les stéréotypes de l'antisémitisme, mais dans un discours déjà qui est un discours rapporté, c'est-à-dire qu'il est aussi dans son époque, et il est aussi le témoin, puisque vous connaissez le principe du naturalisme, en fait, c'est d'essayer d'aller au plus proche possible de la vérité, comme le disait Zola, j'ai l'obsession pathologique du détail vrai. Donc l'idée, c'est que quand il parle de l'antisémitisme et qu'il développe le discours antisémite, il développe les discours antisémites qui ne sont pas forcément les siens. Et l'idée, c'est d'arriver à comprendre ça, et même dans ce texte, d'ailleurs, c'est pour ça que dans l'intro, j'ai essayé d'apporter quelques modifications, et essayer d'induire un peu une lecture, ce qui m'ennuie un peu, mais de faire comprendre qu'il y a certaines phrases qui aujourd'hui peuvent nous choquer, mais qui sont absolument compréhensibles quand on les remet déjà dans le contexte de l'époque. Et ça, c'est une vraie difficulté pour nous et qui est importante, qui est d'être capable de regarder l'antisémitisme d'avant la Shoah avec des lunettes qui n'ont pas vu la Shoah. Et d'arriver à comprendre en fait cette réalité qui est une réalité qui est différente. Donc voilà, c'est pour ça que c'était important. Donc moi, j'avais aucune idée sur l'édition de ce texte, et c'est Charles Dantzig qui m'a proposé de le faire, et je trouvais ça génial en fait, parce que c'est un texte qui est important, et puis qui est important bien évidemment là, dans la période qui est la nôtre, que nous traversons, et qui est un peu, on va dire, tumultueuse pour parler
par litote et euphémisme en même temps. Et donc voilà, et c'est un texte qui est important aussi pour une autre raison, c'est qu'il est complètement déconnecté de l'affaire Dreyfus, bien évidemment, puisqu'il est dans la période creuse de l'affaire, en 1896, à une époque où il n'y a que quelqu'un à ce moment-là qui est mobilisé, qui est mon chéri absolu et qui s'appelle Bernard Lazare. Mais l'affaire Dreyfus est tombée complètement dans l'oubli et c'est pour ça d'ailleurs que je voulais rattacher dans l'intro avec Bernard Lazare, parce qu'il y a un moment de convergence absolument extraordinaire entre ces deux hommes. Et ce texte, déjà, c'est le début de la prise de conscience de Zola qui fait que, à un moment, à partir du moment où il aura le temps de le faire, parce que le problème de Zola, c'est la gestion de son emploi du temps aussi. Quand Bernard Lazare vient le voir la première fois en 96, il n'a pas le temps de s'engager. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de faire autre chose. Il est en train de finir Les Trois Villes. Trois romans qui sont peu connus. On lit souvent les Rougon-Macquart, mais il faut vraiment lire Rome, Lourdes et Paris. Et puis il faut lire les 4 évangiles aussi, surtout Vérité d'ailleurs, qui est, je trouve, un livre absolument bouleversant, qui est une transposition de l'affaire Dreyfus dans le milieu scolaire. Si vous ne l'avez jamais lu, lisez-le. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne le trouve plus. Non, on ne trouve plus. Charles. Les Trois Villes. Ouais, on ne le trouve plus. Il est uniquement dans les œuvres complètes là, qui ont été de Zola, et qui est un texte qui est absolument passionnant aussi. Et donc voilà, l'idée c'était ça, et de réfléchir un peu autour de ça. Et on a déjà là, dans ce texte, un certain nombre d'idées qui vont permettre à Zola de développer le discours qui va être le sien pendant l'affaire Dreyfus, parce que c'est quelque chose qui n'est pas connu et qui est absolument passionnant. Puis à un moment, je vais arrêter de parler parce que je suis vraiment très bavard. Mais c'est que, contrairement à ce qu'on croit assez souvent, la question antisémitique, comme on disait à la fin du 19e, elle est absolument pas centrale et mobilisatrice du côté de Dreyfusards. C'est pas leur sujet. Et d'ailleurs, toujours avec mon cher Bernard Lazare, il y a un moment où les Dreyfusards, c'est Mathieu qui va lui demander, mais c'est pas la décision de Mathieu en fait, ce sont ceux qui sont derrière lui et qui poussent. C'est qu'en fait Bernard Lazare, on n'en veut plus. Parce que Bernard Lazare ne fait que développer un discours qui porte sur le fait que Dreyfus a été désigné, condamné, dégradé, déporté uniquement parce qu'il était juif. Et la plupart des Dreyfusards ne veulent pas entendre ce discours parce que c'est un discours qu'ils considèrent comme contre-productif. Pourquoi ? Parce que dans la France qui est la France de l'époque, ce discours-là est un discours qui n'est absolument pas mobilisateur. Et ce qui est intéressant, c'est quand Picard va rentrer en jeu, d'une manière très stratégique, là la mobilisation va se faire parce que c'est beaucoup plus facile de mobiliser autour du personnage de Picard, beau, militaire, etc., d'origine catholique, etc., que sur le petit juif qui est en train de griller sous le soleil de l'île du Diable. Voilà. Et donc Zola, lui, est un des rares, parce qu'ils ne sont pas beaucoup chez les Dreyfusards, à développer ce discours qui est de dire, ok, Dreyfus, un innocent, etc., mais cette question de l'antisémitisme, cette question de la haine de l'autre, etc., c'est quelque chose qui est absolument fondamental et qui est la clé d'explication, très probablement. Donc voilà. Après, je sais pas, il y a 8000 choses à dire. Une précision à donner, Philippe, c'est que quand Philippe Auriol critique le titre de l'article de Zola, enfin, si vous dites qu'il aurait dû s'appeler autrement, mais ça n'est pas un titre que j'ai donné, c'est un titre que Zola a donné. C'est le titre de Zola. Voilà. Et d'autre part, vous devriez peut-être nous dire dans quel journal ça a été publié. Alors ça, c'est intéressant. On n'est pas dans la même configuration, bien évidemment, à l'époque, puisque à l'époque, il n'y a pas la radio, il n'y a pas la télé, il n'y a pas Internet, il n'y a pas les réseaux sociaux, les actus pâtés, vous vous souvenez, enfin vous ne les avez pas connus, moi non plus, mais les actus pâtés, ça commence pendant l'affaire Dreyfus, donc en fait, il y a un seul média qui est la presse, et bien évidemment sur un paysage qui n'est absolument pas le même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas, mon chiffre n'a pas de valeur, mais je pense qu'il est à peu près vrai, il doit y avoir une centaine de journaux en comptant les pure players, Huffington Post, Mediapart, etc., etc. À l'époque, il se publie quasiment 8000 journaux en France. Rien qu'à Paris Intramuros, je suis quasi sûr de mon chiffre parce que je les ai recomptés il n'y a pas longtemps, il y en a 2846, rien que dans les 20 arrondissements parisiens, en juin 1899. Quand Zola s'engage, il s'engage en fin novembre 1897, sur la totalité des 8000 journaux parisiens, il y a un journal Dreyfusard. Ça fait 0,001%, c'est le Figaro. Et qui est un Figaro qui ressemble à notre Figaro, journal de droite, conservateur et bourgeois, mondain à l'époque, peut-être plus centre-droit à l'époque qu'il n'est aujourd'hui. Et c'est intéressant parce que du coup aussi ça relativise cette certitude que nous avons parfois, qui est vraie, mais qui est vraie à partir d'un moment, qui est que, je ne sais pas si vous vous souvenez d'ailleurs, en 1998, pour les plus vieux d'entre nous, mais Jospin avait été attaqué d'une manière que j'ai trouvée absolument scandaleuse d'ailleurs, parce que ça va quoi.
C'est un moment, ça suffit en fait. Mais il avait dit une vraie bêtise, c'est qu'en fait il avait attaqué, c'était au moment de la commémoration du centenaire de J'accuse, qui d'ailleurs n'avait pas été inscrit aux célébrations nationales initialement, parce que le ministre de l'époque, je ne fais pas de politique, hein, le ministre de l'époque qui s'appelle Douste Blazy avait dit qu'il ne fallait pas... Ouais, ben voilà, bon, ouais. Qu'il ne fallait pas réveiller les vieilles querelles françaises. Allons donc, quand même. Et finalement, ça... de Lourdes, ouais, ben voilà. Et finalement, ça a été inscrit aux célébrations nationales. Et à un moment, Jospin avait pris à partie la partie droite de la Chambre en disant mais vous avez été toujours du mauvais côté quand nous étions du bon côté. Vous étiez collabos quand nous étions résistants. Vous étiez anti-Dreyfusards quand nous étions Dreyfusards, etc. Alors c'est vrai à partir de 1899, mais c'est pas vrai avant. Et la preuve d'ailleurs, c'est que quand Zola s'engage fin novembre 97, le seul journal qui est Dreyfusard à ce moment-là, eh ben c'est le Figaro et il n'y en a pas d'autres, quoi. Il va falloir attendre quelques semaines pour en voir apparaître 3 autres et pas l'Aurore justement. Et ça c'est très intéressant. C'est quand l'Aurore va publier J'accuse le 13 janvier 1898, l'Aurore n'est pas Dreyfusarde. Et d'ailleurs Clémenceau écrit à ce moment-là une phrase qui est très Clémenceau, de l'innocence ou de la culpabilité de Dreyfus, je m'en fous. En fait, c'est pas son problème. Lui, ce qu'il sait, il est révisionniste. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, le mot a un sens qui est lourd. C'est pour ça que moi, j'aime bien parler des négationnistes quand je parle de ces crapules-là. Mais la chose, là, qui est intéressante, c'est que lui, ce qu'il pense, c'est que le procès de Dreyfus est illégal, et très probablement, et qu'à ce titre-là, il doit être révisé, juste pour qu'on ne puisse plus jamais discuter. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, sur l'histoire de la France coupée en deux, c'est qu'on va avoir des anti-Dreyfusards qui vont être pour la révision du procès de Dreyfus. Pourquoi ? Même quand ils sont complètement délirants, antisémites, etc. Parce que l'idée, c'est d'avoir un verdict que plus personne ne puisse jamais remettre en question. C'est-à-dire un verdict au grand jour qui permettra d'être sûr, parce que bien évidemment que Dreyfus est coupable pour eux, mais qui permettra d'être sûr que Dreyfus est coupable. Et donc le seul journal à ce moment-là, effectivement, c'est le Figaro. Et là, aujourd'hui, j'ai cru pendant très longtemps que les études demandées par le président de la République dataient de la 5e. On a eu un président de la République pendant un moment qui en faisait énormément. Et en fait, une des premières études qui a été d'opinion, alors je ne sais pas si le panel était représentatif, mais elle a été faite par le président Émile Loubet en 1899 et elle porte sur la France dreyfusarde. C'est assez incroyable. Et il y a une répartition qui est intéressante parce qu'il donne tous les chiffres sur la presse, etc. La France dreyfusarde à l'époque, c'est 5% de dreyfusards, 35% d'anti-dreyfusards. Alors le problème que ça pose quand on entend ces statistiques-là, c'est qu'en fait, 35 plus 5, ça fait 40. Il en manque 60. Où sont les 60 autres, les 60% qui manquent ? Ben, les 60% qui manquent, c'est la 3e France dont on ne parle jamais, celle qui ne veut plus jamais entendre parler de l'affaire Dreyfus, non seulement parce qu'elle n'y comprend rien, mais surtout parce que c'est mauvais pour le commerce de la betterave, entre autres, et que l'idée, c'est d'arriver à s'en débarrasser une fois pour toutes, et c'est pour ça qu'on arrivera à la grâce, qu'on arrivera à l'amnistie, etc., etc. Donc voilà, donc c'est assez extraordinaire. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, pour continuer, puisque je suis parti pour parler, je vais parler, c'est que le problème, c'est que quand Zola va publier son 4e article, partons du principe que pour les Juifs, c'est le premier en 96, puis après il y en a 3 en 97, M. Scherer-Kessner, le syndicat, est procès-verbal. Donc c'est un mois avant J'accuse. Le Figaro connaît 8000 désabonnements. Vous comprenez la catastrophe que ça représente pour un journal, 8000 désabonnements. Tout le monde est passé chez le concurrent. Le concurrent, c'est le Gaulois d'Arthur Meyer. Vous connaissez Arthur Meyer ? Qui est un jeune Israélite, enfin c'est un vieil Israélite maintenant, Israélite pour reprendre bien évidemment les mots de l'époque, qui est anti-Dreyfusard, qui flirte avec l'antisémitisme, qui se convertira au catholicisme pour essayer de plaire à Charles Maurras et d'intégrer l'Action française, mais Charles Maurras n'en voudra pas, parce qu'un juif converti, c'est toujours un juif. Beaucoup de travail pour rien. Et en fait, tout le monde est passé de l'autre côté, et le problème, c'est que le conseil d'administration du Figaro convoque le directeur Fernand Rodet en lui disant qu'il faut arrêter. Et Fernand Rodet décide d'arrêter, et il publie un article d'une lâcheté absolument monumentale, le 18 décembre 1897, dans lequel il explique qu'il arrête la campagne parce qu'il s'est trompé. Et ce qui prouve qu'il s'est trompé, c'est que l'opinion publique n'est pas d'accord, parce qu'il semblerait que ce ne soit pas les journaux qui fassent l'opinion publique, mais que ce soit l'opinion publique qui fait les journaux. Voilà, et donc voilà. Donc c'est assez incroyable, je trouve, cet article-là. Il est vraiment étonnant, et important, et rare. Voilà. Même s'il y a déjà des gens à cette époque-là qui ont commencé à dénoncer
la bêtise antisémite et tous les stéréotypes qui ravagent l'esprit de chacun, quoi. Donc voilà. Alors j'ai Ça, oui. L'autre caractéristique de ce livre que vous avez entre les mains, outre qu'il contient l'article qui n'a pas été réimprimé depuis les Mérovingiens, si je puis dire, et la brillante préface de Philippe Auriol, c'est que j'ai demandé à Charles Dreyfus, et qui n'a, je crois, jamais écrit sur ce sujet, de nous raconter quels ont été les rapports entre Zola et sa famille, comment son grand-père, le capitaine Dreyfus, a connu Zola, et je voudrais qu'il nous parle un peu de ça, si vous voulez bien. Bon, mais je n'ai pas l'égalité oratoire de Philippe et je vais vous décevoir. Enfin bon, mon grand-père avait une très grande, éprouvait une très grande reconnaissance pour ceux qu'il avait défendus, mais vis-à-vis de Zola, en plus, il avait beaucoup d'affection. Lorsque la Cour de cassation, en 1899, lorsqu'Alfred Dreyfus apprit que la Cour de cassation avait cassé le jugement de la Cour du Conseil de guerre de 1994, il crut que tout était terminé et que ça ne serait qu'une question il serait résolu très facilement. Et ce n'est qu'à son retour en France, retour difficile et mauvais accueil, qu'il comprit que ce n'était pas du tout ce qui allait se passer. Et chaque jour qui suivirent furent pour lui de nouvelles blessures. Il le dit lui-même, j'ai dû boire mon calice jusqu'à la lie. Lorsque, après le procès de Rennes et sa condamnation pour haute trahison avec circonstances atténuantes, son frère vint le voir pour lui faire savoir que le gouvernement avait suggéré de lui accorder la grâce. Alfred Dreyfus, sa première réaction fut de refuser. Je n'ai pas besoin de grâce, j'ai soif de justice. Son frère arriva à le convaincre, d'une part parce que sa santé était très mauvaise et que une détention prolongée serait difficile pour lui à supporter, et d'autre part, il pensait que libre, il pourrait consacrer toute son énergie pour aller vers trouver l'effet nouveau qui apporterait finalement la reconnaissance de son innocence. Mais et donc il accepta la grâce, mais de nombreux Dreyfusards le lui reprochèrent. Clémenceau, en premier, dit que reconnaître la grâce, c'était accepter la grâce, c'était reconnaître sa culpabilité. Et que c'était la fin de l'affaire et que tout était terminé. Péguy dit nous serions morts pour Dreyfus, Dreyfus n'est pas mort pour Dreyfus. Et parmi ceux qui avaient pris sa défense, il y en a eu deux qui, au contraire, approuvèrent la grâce. Ce fut Jean Jaurès et Émile Zola. Et Émile Zola envoya une lettre à Lucie Dreyfus, la femme d'Alfred, qui d'ailleurs figure intégralement dans les souvenirs manuscrits d'Alfred Dreyfus, les 7 pages de la lettre de Zola à Lucie Dreyfus, dans laquelle il se réjouit à l'idée qu'il va retrouver les siens. Émile Zola était un grand écrivain, un grand défenseur, combattant pour la justice et pour la vérité, mais c'était en plus un grand humaniste. À vous. Je sais pas, moi. Je vais demander au fils de M. Dreyfus, qui est là, c'est-à-dire l'arrière-petit-fils du capitaine, Arrière-petit-fils, voilà. s'il a entendu parler de Zola très souvent dans sa famille. Vous avez le droit de dire non. Je ne sais pas si on peut dire ça dans la famille, je ne sais pas, mais comme bien sûr, j'ai lu beaucoup de choses et j'ai entendu beaucoup de choses, oui, bien sûr, mais
c'était pas au niveau familial. J'ai des plein de trucs. Je sais pas si vous connaissez, si vous avez lu un livre d'Armand Lanoux qui s'appelle Bonsoir ou Bonjour, j'en sais rien, Monsieur Zola. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup à vous. Bonjour, Monsieur Zola, et qui est un... Moi, quand je l'ai lu, j'ai été... je me suis retrouvé en lévitation, mais qui n'était pas une lévitation de bonheur, qui était une lévitation d'horreur, parce que j'ai lu une scène dans ce livre, mais qui m'a rendu fou, en fait. Et en fait, ce que raconte Lanoux, c'est qu'à un moment, Dreyfus, cet ingrat, a refusé la main de Zola qui venait le voir, etc. etc. D'ailleurs, il y avait eu une grosse polémique dans la presse qui avait été Jean-Louis Lévy, qui est un cousin de Charles, qui nous a quittés aujourd'hui, qui est un homme exceptionnel, avait envoyé une lettre pour remettre un peu les choses d'aplomb, puis il a eu une réponse qui était tellement obscène de Armand Lanoux que, bon, peu importe. Et c'était intéressant parce que, alors, on voit toujours cette histoire d'ingratitude qui revient, elle est revenue encore il n'y a pas longtemps. Là. Et voilà, c'est toujours comme ça, c'est assez étonnant, et je sais pas, il y a quelque chose derrière là, qui est sous la terre, qui est un peu bizarre, qui a besoin tout le temps, là, qui gronde et qui est là, c'est assez curieux. Et en fait, il raconte n'importe quoi, bien évidemment, parce que les Zola et les Dreyfus, à partir du moment où Dreyfus est revenu, parce que vous savez que Dreyfus, ce que disait Charles, c'est qu'il est physiquement très très faible quand il revient, et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, c'est très anecdotique, mais ça permet de comprendre, c'est que Mathieu avait rembourré son uniforme pour pas qu'il ait, parce que c'était l'uniforme qu'il avait quand il avait un poids normal, et il a naturellement beaucoup maigri sur l'île du Diable, et donc il était pathétique dans ce costume qui était 10 fois trop grand pour lui. Et donc le costume était rembourré avec du coton, etc., pour qu'il ait l'impression d'être un humain vivant, quoi, et pas quelqu'un qui revenait de chez les morts. Et donc Dreyfus est vraiment mal en point, et il va aller se reposer dans sa famille à Carpentras. Après, il part chez des amis en Suisse, et quand il revient à Paris, la première chose qu'il fait en arrivant, il lui avait déjà écrit plusieurs fois, c'est d'aller voir Zola. Et en fait, ils vont se voir aussi souvent qu'il sera possible, c'est-à-dire 3 fois, malheureusement, puisque Zola, vous le savez, va mourir peu de temps après, dans des circonstances tout à fait douteuses, même si on doute de moins en moins, à vrai dire. Il nous manque la preuve historique, parce qu'en histoire, sans la preuve, il ne se passe rien. Mais enfin, là, le faisceau d'indices devient tellement important que l'hypothèse devient thèse. Mais donc, ça tient bien. Mais voilà, et donc c'est assez étonnant, ce besoin systématiquement de faire ça. Et effectivement, il y avait une vraie relation d'amitié. Et je ne fais pas de la pub pour, mais quand on a publié le catalogue de Maison Zola, Musée Dreyfus, je me suis aperçu de quelque chose, et du coup j'ai eu envie de le faire, c'est qu'en fait la correspondance entre les Zola et les Dreyfus n'avait jamais été publiée. On en a des petits bouts à droite à gauche, donc du coup je l'ai fait. Et elle est étonnante, alors elle est parfois très technique, rendez-vous demain à 5h, mais c'est une correspondance qui est assez étonnante, et surtout cette lettre absolument incroyable, qui est dans la famille aujourd'hui, elle est chez Anne-Cécile, et que du coup on a mis en fac-similé au musée, parce qu'il hors de question de mettre l'original, cette lettre est précieuse. Et c'est la lettre que Zola a écrit à Dreyfus quand Dreyfus est revenu de l'île du Diable, et cette lettre est d'une beauté absolument incroyable. Et donc voilà, donc il y a une vraie relation intime et d'amitié très très forte entre eux. Et donc voilà. J'ai une question à vous poser, parce qu'il n'est pas... Je vais employer une expression du président Pompidou, ce que je regrette, mais il n'est jamais trop tard pour établir une vérité. C'était le titre d'un de ses livres. Je voudrais que vous mettiez au point, parce qu'après tout les mises au point sont toujours nécessaires, sur ce que vous venez d'évoquer récemment, c'est-à-dire qu'un article du Monde a évoqué, enfin quelqu'un dans un article du Monde a évoqué l'ingratitude de votre grand-père vis-à-vis des éditions Stock, et ça a stupéfait beaucoup de gens. Donc expliquez-nous exactement ce qu'il en est de cette étrange affaire. Vous voulez le faire, Charles? Oui, allez-y. Charles? Je ne sais pas si vous avez vu, en fait, c'est quelqu'un de Chalbin Michel qui a été interviewé au sujet du changement d'éditeur de Boualem Sansal, merci. Ah, bonjour, Albert.
de Boualem Sansal. Et en fait, ce qu'il explique, qui est étonnant, c'est que les ingratitudes littéraires sont monnaie courante. Et effectivement, hein, on aurait pu donner à peu près 8000 exemples de gens qui sont passés d'un éditeur chez un autre éditeur. C'est assez, voilà, il y a une sorte de mercato aussi dans l'édition, et qui existe depuis très très longtemps, à vrai dire. Et en fait, là, il y a Dreyfus qui se retrouve en tête de liste, et ça c'est vraiment étonnant, en expliquant que Dreyfus, lui aussi, l'a fait, puisqu'il était édité chez Stock, et qu'après sa réhabilitation en 1906, il a décidé de le quitter pour aller chez un autre éditeur, qui en l'occurrence est Fasquelle. Et alors c'est assez étonnant de dire ça, parce que déjà, historiquement, ça ne tient pas la route pour deux raisons. La première raison, c'est que le livre en question, enfin déjà, Dreyfus n'a écrit qu'un seul livre, il n'y en a qu'un, donc c'est difficile de passer chez un autre éditeur quand il n'y a qu'un livre. Ce livre, il a été écrit en 1901, c'est-à-dire 5 ans avant la réhabilitation, donc ça devient carrément surprenant. Et puis après, alors peut-être que, effectivement, Stock, je ne sais pas si vous fréquentez un peu l'affaire Dreyfus, mais c'est assez incroyable d'ailleurs. C'est que personne n'édite de choses Dreyfusardes pendant l'affaire Dreyfus, parce que c'est impossible, c'est-à-dire que c'est tout seul, c'est remonter tout seul le torrent, quoi. La France est globalement anti-Dreyfusarde, donc il n'y a aucune raison d'être Dreyfusarde. C'est peut-être des canulars, monsieur, aussi. Pardon ? C'est peut-être des canulars qui sont profanés, enfin qui sont dits, et peut-être... Par le monsieur dans Le Monde ? Oui, voilà, c'est ça. Wow, je sais pas. Peut-être, mais il fait des canulars pour lui-même, parce que voilà. le principe du canular, c'est qu'il y ait des gens qui puissent rire derrière. Ouais, voilà. Ouais, je sais pas. Et en fait, donc pour raconter l'histoire, parce que c'est intéressant, c'est que, et stratégiquement d'ailleurs, c'est passionnant. C'est Jean-Yves Le Mollier d'ailleurs, qui est le premier à avoir réfléchi autour de cette question. Donc je vais vous retranscrire un peu la pensée de Jean-Yves. C'est que quand on regarde en fait les publications pendant l'affaire Dreyfus, on s'aperçoit qu'il y a aujourd'hui, moi j'ai retrouvé 190 livres qui ont été publiés sur l'affaire Dreyfus pendant l'affaire Dreyfus, et sur les 190, 189 sont pour Dreyfus. Il y en a un seul contre Dreyfus, donc ça pose une vraie question, quoi. Comment c'est possible? Et en fait l'idée c'est que les Dreyfusards travaillent pour la mémoire déjà, c'est-à-dire que l'idée c'est que les livres vont durer dans le temps. Le livre, ça dure dans le temps. On a encore les livres imprimés par Gutenberg. Donc ces livres aujourd'hui témoignent, dans un siècle témoigneront, etc. Et témoigneront sur une réalité qui est la réalité de l'injustice, de la raison d'État, et aussi, bien évidemment, pour un certain nombre de Dreyfusards, de l'antisémitisme. Et quand on lit ces livres d'ailleurs aujourd'hui, c'est d'une actualité absolument troublante, quoi. Quand on voit la façon dont est démonté l'antisémitisme de l'époque, on pourrait très bien le prendre pour la manière dont ça fonctionne aujourd'hui, parce qu'en fait c'est la même mécanique, quoi. Et à côté de ça, ce qui est intéressant, c'est que les Dreyfusards, eux, les anti-Dreyfusards, eux, sont pas dans la même logique. C'est-à-dire qu'en fait, le vecteur de communication qui dure ne les intéresse pas. Eux, ce qui les intéresse, c'est le vecteur de communication qui permet de toucher les gens le plus rapidement possible. Et finalement, c'est un peu la distinction que Blaise Pascal faisait entre convaincre et persuader, quoi. C'est un peu l'idée. Ce que veulent les Dreyfusards, c'est convaincre, on s'adresse à l'intelligence des gens. Ce que veulent les anti-Dreyfusards, c'est toucher leurs émotions, et donc c'est les faire rire. Donc on passe par la pornographie et la scatologie, et on passe par tout ce qu'on pourrait appeler les médias de l'immédiateté, tout ce qui va vite, quoi. Donc c'est la chanson, c'est la carte postale, etc. Et Stock va publier quasiment 150 livres à lui tout seul, à perte complètement, parce qu'en fait il ne les vend pas. Et ce sont des livres qui sont importants, parfois qui ont été financés par des tas de moyens dans tous les sens, et en grande partie grâce à la famille Dreyfus, à Lucie d'un côté et à Mathieu de l'autre. Et ce sont des livres qui vont avoir une importance capitale dans l'affaire, parce que l'idée c'est de donner les documents qui vont permettre aux gens de comprendre la réalité de cette affaire, et de ne plus se faire avoir par cette presse qui est à 99,99% composée de fake news. Et par exemple, lors du procès Zola, ils vont publier la sténographie à des milliers d'exemplaires, qui est vendu rien du tout, qui est vendu une misère, hein, enfin voilà, des livres qui ne valent rien, et ça va permettre à tout le monde de les acheter, à tout le monde qui en a envie de faire l'effort de pouvoir lire et de s'apercevoir, parce qu'il suffit de lire les textes pour s'apercevoir qu'il est rigoureusement indiscutable que Dreyfus est innocent. Et donc voilà, donc Stock va avoir vraiment un rôle qui est absolument phénoménal. Et en fait, il n'y a quasiment que lui, quoi, à ce moment-là. Il faudra attendre. Après, il y a Charpentier, mais Charpentier Fasquelle, parce que c'est au moment où il y a le passage le changement de direction. Mais là, c'est différent parce que c'est l'éditeur de Zola. Il va publier les brochures de Zola, la lettre à la jeunesse et
la lettre à la France, et puis après le premier J'accuse, parce que J'accuse c'est une brochure avant d'être un... Voilà. Mais sinon, il n'y a Oui, que J'accuse, Stock, ça me et Stock va perdre à peu près tout le monde, en Et fait. donc, pour finir très précisément, quel est ce rapport étrange, cette Bah, intox en fait, une intox totale C'est une intox totale parce que les dates sont pas les bonnes et parce qu'il a publié qu'un livre, déjà pour commencer. Après, on pourrait dire, oui, peut-être que Dreyfus aurait pu se dire que Stock avait fait beaucoup et que ça aurait été la moindre des choses d'aller chez lui. Oui, pourquoi pas. Mais en fait, la chose n'était pas là. C'est-à-dire déjà, Stock était dans des difficultés absolument Qui était incroyables. Stock à l'époque? Pierre Victor, il est incroyable ce bonhomme, Pierre Victor Stock. Et voilà, mais PV Stock, ouais, c'est un éditeur qui va mal, déjà parce que ses livres ne se vendent pas à cause de son engagement dans l'affaire Dreyfus. Et puis en plus, il n'a pas eu de chance, c'est que quelques mois avant la publication de 5 années de ma vie, qui est donc le livre d'Alfred Dreyfus, ses souvenirs, donc chez Pascal, enfin Bibliothèque Charpentier devenue Pascal, il y a eu un incendie et sa boutique qui était à l'époque dans les galeries du Palais Royal a intégralement brûlé. Donc il n'a plus de stock, il n'a plus rien, etc., etc. Et donc il est dans des vraies difficultés. Donc que Dreyfus décide d'aller chez Pascal, qui est l'éditeur de Zola, et d'ailleurs, à mon avis, il y a un lien qui est clair et net, quoi. C'est-à-dire qu'il va chez l'éditeur de son sauveur, c'est pas par hasard. Et voilà, et c'est étonnant, et c'est toujours la même chose, quoi. Pourquoi est-ce qu'on a toujours besoin de ressortir? C'est comme dans les films, on va pas parler du Polanski, on va pas parler de... Mais pourquoi Dreyfus est toujours présenté comme un imbécile qui n'a rien compris à son histoire? Et un ingrat, etc. Après, c'est l'image que les Dreyfusards ont diffusée aussi. Vous savez, quand Clémenceau parlait de Dreyfus, il appelait le marchand de crayons, qui n'est pas complètement exempt d'ailleurs d'antisémitisme. Hein. C'est assez intéressant, le marchand colporteur par définition, etc., etc. Donc voilà, on est dans cette logique et ça continue et ça s'arrête jamais. Excusez-moi, c'était peut-être justement une stratégie des Dreyfusards de le passer pour un imbécile, comme vous dites. Non, parce que... Non, mais enfin, c'est une supposition pour justement peut-être aboutir à une... comment dire, à une grâce, enfin, ou en tout cas... Non, parce que je crois pas que les Dreyfusards veulent... Enfin, la grâce, elle a vraiment été très très mal perçue par tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de ça. Et puis d'ailleurs, au bout d'un moment, c'est ce que va dire encore Clémenceau, parce que Clémenceau est toujours utile, il fait « Dreyfus ne m'intéresse pas qu'on le mange ». L'idée, elle est là. C'est-à-dire que Dreyfus s'efface devant le symbole qu'il représente, quoi. Et donc le fait d'aller chercher... Et c'est d'ailleurs, stratégiquement, c'est pas malin de penser ça, parce que en quoi la grâce empêchait-elle de continuer l'affaire, quoi? C'est-à-dire qu'on pouvait très bien le gracier, puis après continuer. Et la preuve, c'est ce qui s'est passé. D'accord? Mais là, il fallait, et c'est la phrase que Charles rappelait tout à l'heure qui est importante, quand Peggy écrit « Nous serions morts pour Dreyfus, Dreyfus n'est pas mort pour Dreyfus », c'est ça l'idée aussi, c'est-à-dire que l'idée c'est que ça va être une sorte de levier qui va permettre d'aller vers un changement de société peut-être, quoique pas du tout, parce qu'après quand Clémenceau sera au pouvoir, il ne va rien changer du tout par rapport au conseil de guerre, par rapport à toutes ces choses-là. Donc la stratégie, elle existe, hein, chez les Dreyfusards, elle est très forte, mais en tout cas pas sur le fait de le présenter comme un idiot. Mais le truc aussi, c'est que personne ne le connaît, Dreyfus. C'est-à-dire que personne ne l'a jamais rencontré. Et par exemple, pour revenir à mon cher Bernard Lazare, il y a pendant le procès de Rennes, donc c'est la première fois que Lazare, qui a perdu sa vie à cause de Dreyfus, parce qu'il a tout perdu, hein, plus personne ne veut de lui, rien du tout, etc., il voit Dreyfus pour la première fois, et il est complètement éberlué, quoi. Et il y a quelqu'un qui est à côté de lui, qui est un journaliste assez célèbre à l'époque, qui s'appelle Jean Bernard, qui lui passe un petit papier avec marqué dessus vos impressions. Et Lazare répond un truc, il gratte à toute vitesse, il lui donne, et puis Jean Bernard a publié ça plus tard. Et en fait, on voit toute l'émotion qui a été la sienne de découvrir cet homme dont il n'avait aucune idée. Et c'est la première fois qu'il le voit. Et effectivement, après, le Dreyfus, il ne correspond pas du tout à ce qu'on a envie peut-être d'avoir. Dreyfus, c'est un polytechnicien, c'est un scientifique, c'est quelqu'un qui part du principe que la passion n'a pas de valeur et qu'il n'y a que la raison qui compte. Vous voyez, par exemple, il y a une anecdote hyper célèbre, c'est qu'au procès de Rennes, à un moment, on va lui demander de parler de sa déportation, c'est comme ça qu'on dit, hein, à l'île du Diable, et il lève la main en disant « Mais je ne veux pas parler de ça, en fait, je ne suis pas là pour faire pleurer les foules, je suis là, c'est moi qui... Ce ne sont pas ses phrases, hein, ce sont les miennes, mais en fait, ça revient à ça. C'est « Je suis là pour qu'on ne discute plus jamais mon innocence ». Et en fait, ça s'arrête là. C'est quelqu'un qui va pied à pied discuter, etc. Il n'est pas là, voilà, les effets de manche, voilà, cette histoire célèbre, il y a Sarah Bernard qui est là, et à un moment, il y a André Antoine, vous savez, le fondateur du Théâtre Libre, et qui se penche vers Sarah Bernard et qui lui dit, il gâche le texte. À sa place, il aurait fait quelque chose de formidable. Voilà. Et effectivement, il n'a pas la... Il est pas... voilà. Mais ça ne peut pas, il ne peut pas être comme ça, c'est pas son personnage. Et moi, je le trouve beaucoup plus intéressant comme ça, d'ailleurs. Oui. Il y a des questions.
Bah oui, Excusez-moi. bah oui. J'avais aussi une question pour Monsieur Dreyfus. Alors c'est très émouvant de vous voir parce que bon, vous êtes le petit-fils du capitaine, maintenant général Dreyfus. Vous aviez à peu près 8 ans quand il est décédé en 1935. Alors ma question est toute simple, est-ce que vous avez conservé, quel souvenir avez-vous conservé de votre grand-père? Et est-ce que vous avez connu, rencontré des acteurs de cette affaire, même si la plupart peut-être sont morts dans les années 1910, mais malgré tout, est-ce que vous en avez rencontré, qu'elles soient d'ailleurs Dreyfusardes ou anti-Dreyfusardes? Oui, effectivement, j'avais 8 ans quand mon grand-père est décédé, et ce qui m'a frappé par la suite, c'est la description qu'on faisait de lui comme étant un homme froid, peu sensible, alors que moi j'ai le souvenir d'un grand-père très affectueux et tout à fait différent. Alors vous m'avez demandé si j'avais rencontré des anti-Dreyfusards. Oui, enfin des personnalités liées à cette affaire. Des personnalités. Voilà, liées à l'affaire Dreyfus, qui se sont impliquées dans cette affaire. Ma première expérience, si je puis dire, avec l'affaire, c'est quand mon père m'a emmené au Panthéon à l'occasion du 30e anniversaire de la translation des cendres de Zola en 1938. Et j'ai rencontré certainement de nombreux Dreyfusards, mais je n'avais pas tout à fait 10 ans, et je serais bien incapable de dire qui j'ai vu. J'ai pris connaissance de l'affaire un peu plus tard, ou plutôt un peu plus tôt, quand mon père a publié Les souvenirs et correspondances. Il m'avait offert un exemplaire de son livre, et j'ai pris connaissance de l'affaire en lisant le récit qu'il en fait. Quelqu'un qui veut... Il y a peut-être un lien aussi avec la pensée de René Girard sur le bouc émissaire. Attendez, Mais c'est pas- je vais vous passer, vous allez poser la question. Merci, je vous remercie. Le philosophe René Girard qui a écrit sur le bouc émissaire, bon, c'est postérieur, mais il y a peut-être une... enfin, Oui, sans doute, et puis beaucoup d'autres aussi. Oui, parce bah que oui. finalement, c'est une question qui nous préoccupe depuis un moment. Depuis un moment, oui. Et voilà, mais ce qui est intéressant, et ça c'est vraiment intéressant aujourd'hui, parce que pendant très très longtemps, quand on a parlé de l'affaire Dreyfus, on parlait d'une erreur judiciaire. Oui. Aujourd'hui, on est absolument tous persuadés qu'il ne s'agit plus de ça, en fait. non, c'est la raison d'État, comme vous dites. Tout à fait. Et Ouais. Zola, c'est le ramoneur qui a avoué qu'il avait reçu Ouais. ordre de Donc maintenant, tuer, oui, enfin, de- oui, Ouais, je sais enfin, qu'il a bon. été assassiné. Là, on a un maintenant. témoignage. Le témoignage en histoire, il a de la valeur à partir du moment où il est recoupé, etc. etc. Donc, on reste prudent, même si on est quasi sûr que c'est le qu'il a cas, été bien assassiné, évidemment. oui. Mais oui, mais justement, mais l'affaire Dreyfus, elle est... Bon, après, la question du bouc émissaire, elle est beaucoup plus large que la question de l'affaire Dreyfus elle-même. Mais c'est quelque chose sur lequel on réfléchit, et l'affaire Dreyfus, c'est un exemple extraordinaire de quelqu'un qui a été sacrifié parce qu'il était très pratique pour être le bouc émissaire. le bouc émissaire. Ouais. Le bouc émissaire. Tiens, Colette. Voilà. Si maintenant, peut-être qu'on va passer à l'étape de signature, des dédicaces, des livres, et puis du verre de l'amitié. Vous voulez J'ai encore une question. Oui. En fait, il va y avoir le déplacement de la statue de Boulevard Raspail, Oui. je ne sais pas où, au ministère de la Justice. Ouais, je peux vous le raconter si vous Et ça a voulez. été fait à l'initiative de qui? Alors je vous raconte tout. D'accord, ah bah oui, ça c'est... Ouais. Vous connaissez un peu l'histoire, c'est que quand Jack Lang arrive à la culture, il est question de faire une sorte de grande campagne, je vais appeler ça comme ça parce que j'arrive pas à trouver d'autres mots sur le moment, de statues, de figures importantes de l'histoire de France qui sont liées à la République, etc. etc. Et donc on demande à Tim Mittelberg, Oui. de faire cette statue de Dreyfus. Et il fait cette statue que moi je trouve absolument incroyable, même s'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, mais je trouve que ce Dreyfus qui sort de la boue Ben oui. comme ça est incroyable. Et puis en plus ce que j'adore, enfin moi j'adore le dessin de Tim, Oui. et je retrouve son dessin, donc je suis... Avec le sabre brisé. Et avec le sabre brisé. Oui. Et en fait cette statue est achevée par Tim, et il est question de la mettre dans la cour d'honneur de l'école militaire.
Je sais que la famille n'est pas trop pour cette idée-là, et je comprends d'ailleurs, parce que l'idée c'est que, comme c'est une cour qui est réservée en fait aux gens qui sont à l'école militaire, bah, personne ne va jamais la voir, donc c'est un peu dommage. Mais quand bien même la famille aurait été d'accord, ça n'aurait rien changé, puisque de toute façon il y a eu une levée de bouclier du côté des militaires, des officiers supérieurs, qui ne voulaient pas du juif dans la cour. Et donc Charles Hernu, qui est à l'époque ministre de la Défense, on disait comme ça. Hein. Maintenant on dit ministre des Armées, non, c'était plus ministre de la Guerre déjà. Ministre de la Défense est obligé de stopper en fait l'idée et il repasse le bébé au ministre de la Justice qui est de l'époque, Robert Badinter. Et donc il est question de la mettre sur la place Dauphine, sous les fenêtres de la cour de casse. Les magistrats n'en veulent pas non plus. Donc en fait on ne va pas la mettre là. Donc il est question de les mettre sur les quais, juste à côté du pont Louis-Philippe, et à côté, je ne sais pas si vous avez vu, il y a le monument aux morts de Corée. Et en fait, les anciens de Corée font une pétition parce qu'ils n'en veulent pas non plus. Et en fait, personne n'en veut, et donc elle va échouer dans les Tuileries, à côté d'ailleurs de la statue de Léon Blum, mais ce ne sera peut-être une coïncidence. Et voilà, donc sous les merdes de pigeons en fait. Et finalement, quand les choses évoluent un peu après l'histoire enfin, je ne vais pas raconter ça parce que c'est trop long, mais plein de trucs qui font que, voilà, et puis surtout le discours de Chirac en 2006, etc. La statue va trouver une place qui est pas idiote, puisque c'est en face de l'EHESS, donc déjà c'est pas idiot. Et puis en plus, à la place de l'EHESS, avant il y avait le Cherche-Midi, c'est-à-dire là où Dreyfus a été condamné, donc c'est pas idiot non plus. Mais le problème, c'est que Square Pierre Laffut, personne ne la voit. Et donc l'idée depuis longtemps, c'est d'arriver à la faire bouger. Et puis là, il y a eu pas mal de mouvements. Et au moment où il y a eu l'expo au Mage, à côté, Paul Salmona, le directeur, avec d'autres personnes, a décidé de mettre quelque chose en place pour essayer de voir si on ne pouvait pas la bouger, cette statue. Et donc là, il est question, mais rien n'est officiel, qu'elle vienne place Dauphine, là où Badinter n'a pas pu la mettre, sous les fenêtres de la cour de casse, ce qui est plutôt juste parfait, parce que déjà c'est sa place. C'est là que Dreyfus a été réhabilité, et puis en plus la place est très très belle, tout le monde va la voir, il y a plein de touristes, c'est juste super. Et donc voilà, mais on ne sait pas encore. Donc, si vous permettez, à l'époque, Tim avait été attaqué comme juif aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc voilà, donc là il est question qu'elle bouge, mais on va voir, parce que vous savez que il y a la question du généralat qu'on évoquait tout à l'heure, mais il y a aussi la question du 12 juillet, là, qui est devenu un jour de commémoration autour d'Alfred Dreyfus et de l'affaire Dreyfus. Donc peut-être que ce sera le 12 juillet, on n'en sait rien. Et il va y avoir sûrement un certain nombre de... La symbolique est importante, quoi. Voilà, c'est bien. Donc aujourd'hui, il y a trois versions de cette statue. L'autre, vous la connaissez toutes. Oui, elle est hommage dans la cour cour d'honneur, puis il y en a une à Tel Aviv aussi. Voilà. Avant la fête nationale, ouais. le 14 juillet. Voilà, mais le 12 juillet, c'est pas mal, mais moi, la seule chose qui me fait de la peine avec ça, c'est que c'est pas une bonne date. Alors c'est une bonne date parce que c'est une double date, je sais pas si vous savez, c'est drôle, c'est la réhabilitation de Dreyfus et c'est la date, enfin c'est le jour de la mort de Dreyfus, 12 juillet. Et donc voilà, c'est juste parfait, mais le 12 juillet, il n'y a pas de scolaires, ils sont en vacances, ils sont sur les plages, ou s'ils ont les moyens, quoi, sinon ils sont en centre de loisirs. Mais voilà, et c'est dommage, parce que là, avec les scolaires, c'est vraiment important, quoi. Et l'affaire Dreyfus, justement, c'est vraiment, ah ouais, c'est incroyable. Moi, je le vois au musée, c'est fou, en fait. Ouais. Puis ça permet vraiment de réfléchir et puis de relativiser cette horreur là dans laquelle on est tombé depuis un moment, qui s'appelle la concurrence des mémoires. Oui. Voilà. C'est-à-dire que l'affaire Dreyfus, c'est vraiment aussi un moyen, puis un moyen aussi de faire réfléchir sur l'antisémitisme, parce que c'est bien, il faut parler de la Shoah, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans l'éducation nationale, la question de l'antisémitisme, elle n'est pas étudiée en tant que telle. Et donc c'est important aussi de parler de l'histoire de l'antisémitisme pour arriver à comprendre tout ça. Et l'affaire Dreyfus, c'est une porte d'entrée qui est vraiment importante. Voilà. Ça a été très réussi, l'expo. Ouais, bah, merci. Oui, je sais pas. Mais elle était Rappelle que tu accueilles les gens à Médan. Ouais, si vous n'avez rien à faire, venez chez Zola, c'est à Médan. Ouais, dans la maison de Zola. Très bel endroit. Et le musée. Et le musée, le seul, le premier, l'unique musée Dreyfus. C'est quand même dingue qu'il ait fallu 125 ans pour avoir le musée Dreyfus, quoi. Elle est fondamentale, cette histoire. Pas parce que je travaille dessus, tout ça. Elle est fondamentale parce que Mort aux Juifs et la France aux Français, c'est notre actualité. Et puis elle est fondamentale parce qu'il y a tellement de choses qui sont sorties de l'affaire Dreyfus. Voilà, le vote de la loi de 1905, c'est l'affaire. Elle est dans les tuyaux depuis le 18e, mais personne n'en veut.
blanc. Blanc, ouais. Blanc. Blanc du rouge. Oui, blanc. D'accord.